Got gun, Hulk left slot, Dixie left, Key left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 298 du podcast Touchdown Actu. On approche tout doucement de la 300e. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Grégory, nous sommes tous les deux pour la troisième partie de notre preview. Cette semaine, on va parler de ceux qui vont cartonner cette saison ou pas. Le principe est simple, on vous donne 5 paris sur ceux qui vont cartonner et puis 5 paris sur ceux qui vont se trouer. Tout ça évidemment, Grégory, on est d'accord, c'est selon nous, ce n'est pas une science exacte. Et puis il s'agit aussi de parler un peu de secteurs, de joueurs ou d'équipes dont on n'a pas eu le temps forcément de parler en profondeur dans les émissions précédentes. Donc on est d'accord, on a aussi évité les évidents, Patrick Mahomes, les Browns, Tom Brady, voilà, toutes ces choses-là dont on a déjà beaucoup parlé. Est-ce que tu es sûr de toi pour tout le programme ? Oui, en tout cas, je vais essayer de le défendre de manière cohérente. Il y a des choses, je pense, qui vont faire tiquer 2-3 personnes, mais bon, c'est aussi le but du truc, c'est de débattre, d'échanger, et puis de voir si on est d'accord ou pas. Le principe est donc posé, premier jingle, et on commence par les tops. Le'Veon Bell, the cut. Bell breaks a tackle. Bell trying to go all the way. Le'Veon Bell, touchdown, Steelers. What a run by Bell! 38 yards. On commence donc, Grégory, avec les tops potentiels, ceux qui vont cartonner cette saison en NFL. On en a choisi 5, ça a été un choix commun. C'est pour ça que sur certains, il y aura un peu plus de discussion, parce qu'il y en a un de nous deux qui était plus convaincu que l'autre, donc des fois on va essayer de se convaincre un petit peu l'un l'autre. J'ai décidé de commencer, alors j'étais très égocentrique, j'ai commencé par un de mes choix. Le premier que je vais citer, c'est Le'Veon Bell. Alors je le cite parce qu'on l'a mis sur la couverture de l'épisode, alors je me disais il fallait commencer par ça, parce que ça coïncide mieux avec le montage photo. Le numéro 1 donc c'est Le'Veon Bell. Évidemment pour tout coureur ou presque la ligne est importante, donc je rajoute cette petite astérisque là, mais avec l'ajout quand même de Kelechi Osemele et Ryan Khalil, il y a de l'espoir, et à ça tu ajoutes un coureur à 4,3 yards par course en moyenne sur sa carrière et qui peut aussi capter 80 ballons à la passe sur une saison, un joueur qui a 3 saisons à 1900 yards en cumulé au minimum. Il a 27 ans, il sort d'une saison blanche, il a donc pas de blessure ou de soucis pour le moment. Je pense qu'il peut être la plaque tournante de cette attaque des Jets et aider Sam Darnold à progresser. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, globalement, on ne sera pas consensuel sur tous les tops et les flops, même si en effet on a globalement fait un mélange de tout. Après, c'est sûr que sur Le'Veon Bell, j'aurais du mal à aller dans le sens opposé. C'est vrai que j'étais assez critique pendant la phase d'intersaison, avec en effet le fait d'avoir pointé un petit peu du doigt le fait qu'on a beaucoup dépensé du côté de New York, un peu au détriment de certains postes. Maintenant, c'est compliqué d'expliquer que l'arrivée de Le'Veon Bell ne va pas permettre au backfield offensif de progresser sensiblement. Ça restait du côté de Pittsburgh, même si on l'avait énormément sollicité avant son année sabbatique. Ceci expliquant peut-être cela en même temps, parce que au niveau contractuel, ça a toujours un petit peu pêché. Mais en tout cas, oui, il aura un rôle important en termes de production, je pense, parce que tu le disais, il y a eu une année blanche qui lui a permis justement de souffler après ces longs mois d'activité. Et en plus, il va permettre également au niveau de l'attaque des Jets de mettre un peu moins de pression sur Sam Darnold, ce qui était clairement criant lors de sa saison rookie l'année passée. Et voilà, si ça peut permettre aux Jets d'être plus productifs au niveau du jeu au sol, mais également d'avoir un jeu un peu plus aéré et une attaque un peu moins contrainte à l'exploit, je dirais, c'est déjà 2 arguments à mettre au crédit du nouveau running back des Jets.
On dit souvent même, et c'est son jeu, qu'il a un jeu basé sur la patience. Est-ce que ça va être un souci si la ligne va pas bien? Moi, j'y répondrais en disant que la ligne à Pittsburgh n'était pas forcément folle au début de sa carrière et que ça l'a pas empêché de faire des stats, non? Je sais pas. Les Steelers ont quand même souvent, je trouve, une ligne assez solide. Après, encore une fois, oui, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur sa patience, sur sa vision, et c'est ce qu'en a fait un des running backs les plus productifs depuis son arrivée en NFL. Après, il n'y a pas que ça. C'est aussi et surtout dans cette NFL moderne, un running back qui est parfaitement capable, qui reste en plus relativement jeune, hein. C'est pas non plus un running back à 32-33 ans, c'est pas Frank Gore, hein. Il a 27 ans. Hein. Voilà, et c'est un joueur qui est parfaitement capable de sortir du backfield, d'apporter également des alternatives, et là encore, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'être une soupape de sécurité pour Sam Darnold, peu importe l'utilisation qu'il va avoir. Alors ça, on en parle un petit peu moins, mais il me semble également qu'en termes de blocs, c'est un joueur qui est assez solide. Donc très franchement, j'aurais du mal vraiment à trouver un point négatif sur lequel on pourrait dire voilà, Le'Veon Bell c'est pas si bien que ça. Va falloir se le fader dans le vestiaire, ça j'en ai parlé pendant l'intersaison, mais ça c'est du hors terrain et ce sera au head coach de gérer ça. Maintenant d'un point de vue purement sportif, il y a quand même une plus-value et tu le disais encore, Kelechi Osemele qui arrive, Ryan Khalil qui arrive en position de centre, le retour un petit peu surprise de l'ancien joueur des Panthers qui peut apporter également sur le run block. Honnêtement, voilà, les Jets vont avoir quand même des arguments à faire valoir et le jeu au sol sera l'un d'entre eux. Et puis honnêtement, en termes de gestion de vestiaire, on l'a pas entendu de l'été, et on voit dans certains clubs que ça pourrait être pire. Ouais, bon, on va pas citer le relativisme. Son ancien coéquipier. C'est ça. 14 victoires et 34 défaites pour les Jets sur les 3 dernières saisons. Est-ce qu'ils peuvent taper les 8 victoires si Le'Veon Bell nous fait une grosse saison? Oui, très clairement. Très clairement, je pense qu'ils ont le potentiel. Après, comme on le disait en amont, lors d'un précédent podcast, c'est vrai que la fourchette peut être un peu, en fonction de la direction que ça prend et de différents éléments, ça peut aller de 4 à, mettons, 9 victoires sur cette saison-là. Mais c'est sûr que on dira qu'avec Le'Veon Bell, avec un Le'Veon Bell à 100% et pleinement efficace qui pourrait être le cas, ils ont largement les moyens de viser au moins une fiche équilibrée. Bon, ça me rassure, je pensais que j'étais le seul à croire en leur best case scénario, en leur meilleur scénario la dernière fois quand on en avait parlé. Deuxième, j'allais dire, équipe qui va... On passe à une équipe, alors je l'ai dit, hein, ça peut être joueur, équipe et squad. Voilà, on a choisi 5 personnes ou escouades qui vont tout casser cette année. 5 histoires, merci Greg. La deuxième, elle se passe du côté de San Francisco. La hype, c'était l'an dernier, mais toi, Greg, tu y crois toujours. Tu crois à San Francisco, en Jimmy Garoppolo, en Kyle Shanahan. Ils étaient pas si loin, finalement, l'an dernier. Ils ont surtout perdu 4 matchs qu'ils gagnaient dans le dernier quart. Il y a eu beaucoup de défaites serrées. Et du coup, pour toi, ça peut être peut-être un motif qui fait qu'ils sont pas si loin que ça et qu'ils peuvent basculer dans le positif cette année? Oui, alors très franchement, c'est sûr que les Niners l'année dernière, en effet, il y a la blessure de Garoppolo, mais ça justifie pas forcément d'autres errements qu'on a constatés. Il y a en effet eu des problèmes défensifs, on en a déjà parlé, avec notamment le pass rush et du coup de facto également le secondary qui a été énormément en difficulté et qui a eu du mal à punir le quarterback adverse. Maintenant, je pense malgré tout, il y a eu de la construction. On voit qu'offensivement, Kyle Shanahan arrive à mettre sa patte sur cette offense. Et si Garoppolo reste à 100%, même si ce sera peut-être pas le quarterback qui va claquer 4500, 5 milliards par saison, ça peut quand même être ce quarterback solide qui va offrir une alternance crédible au niveau du jeu aérien. Parce qu'on le sait, Kyle Shanahan, il a souvent des jeux au sol très performants, même sans forcément des running backs hyper glamour, ouais. comme Le'Veon Bell dont on parlait tout à l'heure. Une ligne offensive qui commence à se mettre en place avec un Mike McGlinchey qui a montré de bonnes choses l'année passée. La principale problématique, ça va être en défense. Robert Saleh joue sa place très clairement. Maintenant, il y a eu des recrues très sexy, notamment sur le pass rush, on le disait, avec Dee Ford et Nick Bosa. Pas oublier une recrue qui est assez importante selon moi, c'est l'arrivée de Chris Kokorek, le coach de ligne défensive,
qui a eu une saison un peu compliquée l'année dernière à Miami, mais je trouve avec un personnel qui n'était pas idéal. À Détroit, c'est quand même celui qui a développé la ligne, avec notamment Ndamukong Kongsu et Nick Fairley à l'époque. Donc là, s'il a on va dire du potentiel, des armes à sa disposition, je pense que déjà la ligne offensive des Niners peut être vraiment hyper intimidante et jouer à l'unisson avec l'attaque et permettre à San Francisco d'être une force crédible dans la NFC West. C'est pour ça que j'en fais un top pour l'instant. Alors, il y a Dee Ford et Nick Bosa, évidemment, qui arrivent aussi pour essayer de régler le problème du pass rush. On parlait de leur problème à finir l'an dernier. Il y a aussi cette stat, ils étaient 13e sur le taux de pression sur le quarterback dans les 3 premiers quarts, et dans le 4e quart, 25e. Il y avait moins aussi de pression dans le dernier quart, donc il y avait vraiment ces problèmes à finir qui sont revenus plusieurs fois. Après, ça intervient aussi dans la maturation de certaines équipes. Il y a aussi ça qui joue. Et pour revenir sur l'attaque, ils étaient 30e dans la red zone avec 4,2 points par passage dans la red zone en moyenne. C'était la 30e moyenne en NFL. Donc il y a des progrès à faire là-dedans, et tu maniais vraiment très bien l'euphémisme pour dire que la couverture aérienne ne punissait pas le quarterback. Seulement 2 interceptions l'année dernière. C'est le plus petit total de l'histoire sur une saison. Normalement, même sur 2 coups de bol, il y en a quand même qui passent. Et ils étaient à moins 25 sur les turnovers. Et c'était la pire équipe de la ligue, si je dis pas de bêtises à ce niveau-là. Je crois que la deuxième, c'est Tampa. Ouais. Après, c'est une équipe qui lançait beaucoup de ballons aussi avec Nick Mullens, qui commettait aussi des interceptions de son côté. Et CJ Beathard, également. Ils ont joué 2 quarterbacks remplaçants. Mais ce que je veux dire, tout ça pour dire que je vais dans ton sens, au sens où en effet, en creusant toutes ces stats, je te rejoins, parce que c'est toi qui avais lancé les Niners quand on a préparé, mais je te rejoins aussi, c'est que tous ces trucs-là, en fait, ils peuvent quasiment pas être pires, parce que c'est quasiment des anomalies. Tu peux pas avoir moins 25 sur les turnovers pendant 2 ans de suite, tu peux pas faire que 2 interceptions 2 ans de suite, c'est pas possible. Et tu peux pas être aussi mauvais dans la red zone. Enfin, évidemment, si tu gardes des joueurs très mauvais, mais là, il y a Garoppolo qui va revenir, ils n'ont pas changé de coach, donc tu restes dans le même système, etc. Donc, en effet, je vois plein de points de progression potentiels pour cette équipe aussi. Quel est le plafond? Du coup, plancher plafond presque. Allez, tiens, toi qui les vois faire une bonne saison. En termes de bilan, t'entends? Ouais. Je les vois bien. Je pense que si les choses se goupillent bien, ils peuvent aller au moins jusqu'à 11 victoires. Et donc en play-off derrière. Ils peuvent aller en play. Moi je l'ai dit, moi je pense que dans une NFC West assez resserrée, il y a moyen, sur un malentendu comme dirait l'autre, qui remporte éventuellement la NFC West, mais encore une fois ça va pas être simple, parce que les Rams et les Seahawks va quand même falloir aller les chercher. Maintenant oui, ça peut également ne pas bien se goupiller non plus, mais je les vois pas descendre en dessous de 6-7 victoires, blessures mises à part, j'entends. Maintenant, juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que un point important que tu as souligné, c'est la maturité, et c'est vrai que ce qui est aussi significatif à San Francisco depuis 2 ans, malgré les soucis qu'a rencontré Kyle Shanahan, c'est que pour l'instant, les principaux succès des Niners, ils l'ont été dans des périodes où ils étaient en roue libre. Là, très clairement, on les a jamais vus avoir vraiment des très bonnes périodes, des cycles de domination quand l'enjeu était maximum. Et ça, c'est ce qu'il va falloir voir, parce que mine de rien, c'est aussi ça qui va nous permettre de jauger Kyle Shanahan en tant que head coach NFL. C'est vrai, ce sera aussi une des problématiques. Tu crois qu'il est en danger si ça passe pas cette année? Si ça passe pas les 6-7 victoires? C'est possible. Après, il y a la possibilité du fusible coordinateur défensif si la défense est pas bonne, mais c'est vrai. Offensivement, il y a des choses, donc je sais pas. Je pense que Lynch sera encore un petit peu patient, son general manager. Notre 3e choix, ce n'est pas une équipe, mais bien une escouade. Ce sera la 3e histoire des progressions. Et dans les progressions, on a la défense des Detroit Lions. On a souvent parlé de Matt Stafford, on a souvent débattu de Matt Stafford dans cette émission, mais on va parler un petit peu de leur défense, qui a Damon Harrison au milieu de la ligne, Trey Flowers qui est arrivé sur le pass rush, Darius Slay derrière, donc ça fait une petite colonne vertébrale plutôt pas mal. Alors, c'est un choix qui peut paraître étrange quand on les a vus se faire ouvrir par les Texans en pré-saison, mais c'est la pré-saison. Les motifs d'espoir sont quand même là. Dans le même match d'ailleurs, ils ont arraché quelques ballons, ce qui faisait peu l'an dernier. Ils étaient 31e sur les ballons volés l'an dernier. Est-ce que tu crois à un réveil de la défense des Lions cette année? Ils ont des armes, notamment, ça c'est pareil sur le premier rideau, c'est vrai qu'il y a une densité en termes de talent et de physique qui est quand même indéniable. Après, c'est vrai que ce qu'il va falloir gérer du côté de Matt Patricia, de son coordinateur défensif Paul Pasqualoni, c'est aussi ce mélange de profils un petit peu hybride. C'est vrai que on a des profils qui sont très portés sur une défense un peu de 34, type Deshaun Hand, même Damon Harrison qui peut être un nose tackle pur, et puis
Trey Flowers qui est peut-être un peu plus fait pour de la 43. Enfin, il y a vraiment on dira du personnel à bien sortir, à bien utiliser en fonction des situations, des schémas qui vont être utilisés par les Lions. Et bon, j'ai toujours quelques réserves sur Matt Patricia en tant que head coach. Après, c'est sûr que là, ils ont rarement eu, je trouve, autant de talent défensif que ces dernières années. Il y a petit point d'interrogation selon moi sur le secondary. Hormis Darius Slay, ça reste toujours un petit peu inquiétant. Après, c'est sûr qu'ils ont un front seven qui a quand même de la gueule, et on sait que généralement en NFL, quand le front seven fonctionne correctement, le reste peut à peu près tenir la route. On prend des exemples comme les Panthers ces dernières années, par exemple, où le secondary a jamais été extraordinaire, mais il y avait souvent une telle pression que voilà, derrière ça arrivait à tenir la route. On peut avoir la même trajectoire, on dira, du côté de la défense de Détroit cette année. Leurs rookies linebackers aussi se sont plutôt pas mal comportés pour le moment en pré-saison. Alors les noms m'échappent, mais je fais appel à toi parce que t'es notre expert. Jalen Itabai notamment. Voilà. Ça aussi, ça pourrait être un motif de progression, je vais pas dire immédiat au point des Cowboys de l'an dernier, parce que je pense que Van Der Esch, c'était une exception. On voit pas ça tous les ans, donc on peut pas comparer, mais ça pourrait aussi renforcer assez rapidement cette défense de Détroit, non ? Oui, bah très clairement. En tout cas, de toute façon, ce qui manquait mine de rien, c'est également ce pendant crédible à Jarrad Davis qui apportait vraiment de la vitesse, de l'explosivité, un sens de la poursuite assez détonnant. Mais c'est vrai qu'il manquait peut-être ce côté un petit peu plus, je sais pas si c'est le bon terme en anglais, ouais, ce côté un petit peu stiffer, quoi, ce côté vraiment linebacker qui va pas hésiter à aller au contact. Tu prenais l'exemple de Van Der Esch. Enfin voilà, c'est un petit peu également, même si Van Der Esch a un volume de jeu qui est assez conséquent, voilà, il y a ce côté également un petit peu intimidant que peut apporter notamment Jalen Itabai, même si voilà, en tant que deuxième tour, il a aussi un volume de jeu qui peut être les En tout cas, je le trouve quand même assez complémentaire de Jarrad Davis, et ça peut faire du bien, notamment si les Lions aiment bien jouer avec un backfield renforcé, ce qui est un petit peu la mode en ce moment en NFL, avoir un bon duo de cette trempe-là, ça peut être une bonne chose pour les mois à venir. Bon, Trey Flowers c'était à 7 sacs et demi l'an dernier, 3 fumbles forcés. Matt Patricia a quand même une idée de comment l'utiliser puisqu'il l'a côtoyé à New England, donc ça aussi ça pourrait aider. Parce que tu disais que tu avais des doutes sur Matt Patricia, a priori le secteur de la défense c'est censé être le sien, donc ce sera aussi révélateur s'il arrive à rien faire avec les armes qu'il a là. Ce sera encore plus révélateur sur ses talents de coach éventuels, mais il est censé y poser sa patte, donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est un motif d'espoir. Après, dans l'ensemble, tu verrais cette défense se situer où dans la hiérarchie des défenses NFL? Petit teaser d'ailleurs, il y a un power ranking qui arrive sur le site un peu plus tard des défenses. Ça peut faire top 12. Ouais, c'est pas mal quand même déjà. Oui, bah très franchement, alors c'est vrai que je l'ai dit, l'attaque a surtout été pointée du doigt avec notamment la ligne offensive ces dernières années. Après, défensivement, bon, ils partent quand même pas. C'est pas une défense qui part sur des bases de top 10 annuel, quoi. Donc, mais ça peut être beaucoup plus fringant. Oui, top 12, pourquoi pas top 10 également en termes de. Ne serait-ce que en possible marge de turnover ou voire en yards concédés au total. Ça peut être une équipe qui peut atteindre ce quota-là. Et ta remarque est bonne, elle me permet de préciser évidemment que quand on dit progression ou tout casser, c'est des grosses progressions, c'est pas forcément être numéro 1. Voilà, là on n'a pas mis la défense des Lions pour vous dire qu'elle sera numéro 1, on va dire qu'elle va marquer des gros progrès. On enchaîne en restant dans la NFC Nord avec justement ceux qui vont devoir essayer de transpercer ce front seven des Lions parce qu'on dirait Aaron Rodgers par-ci, la défense par-là, mais le jeu au sol des Packers, avez-vous pensé au jeu au sol des Packers? Ils étaient 22e sur les yards au sol l'an dernier, ça pourrait monter bien plus haut avec Aaron Jones et Jamal Williams notamment. Est-ce que c'est ça la vraie clé d'un retour en force des Packers? Bah en tout cas oui, on s'en plaindra pas du côté de Green Bay. C'est vrai que on constate depuis ces dernières années, il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui mais bon, est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec Aaron Rodgers? Alors encore une fois, il a pas un jeu au sol qui est catastrophique, mais il n'a pas toujours été aidé ces dernières années. On l'a rarement, on va dire, déchargé de la pression
même dans ses années les plus productives. Là, c'est vrai qu'on sent quand même une petite émulation à ce niveau-là. L'année passée, Aaron Jones c'était pas fait des bonnes stats, alors qu'il fait pas une saison complète. Je crois qu'il doit faire un peu plus de 800 yards au compteur. Jamal Williams a apporté une certaine complémentarité également, mais en tout cas on a senti quand même que on voulait quand même s'évertuer à développer le jeu au sol, même si paradoxalement ça a coïncidé avec une année assez catastrophique de nouveau pour Green Bay. Cette saison, je pointerai du doigt la ligne offensive des Packers, notamment de par l'arrivée du coordinateur offensif Nathaniel Hackett, qui est très proche de Matt LaFleur. J'ai parlé tout à l'heure de Kyle Shanahan. Matt LaFleur, c'est un peu la même chose. Il n'a pas besoin de running back hyper productif pour vraiment avoir un jeu au sol assez solide. Il a aussi permis de développer des joueurs comme Alfred Morris à Washington, comme Devonta Freeman à Atlanta. Il était là quand Todd Gurley s'est développé également du côté des Rams, ou en tout cas a franchi le palier qu'on attendait de lui en tant que 10e choix de draft. Donc le jeu au sol, il maîtrise à peu près, et Nathaniel Hackett, qui est de l'école un petit peu Doug Marrone, c'est vrai qu'il a également il met souvent cet accent sur le jeu au sol. Ça a été le cas avec Leonard Fournette à Jacksonville, ça a été le cas à Buffalo notamment avec Fred Jackson à l'époque. Donc je pense que Green Bay, mine de rien, aussi pour peut-être mettre un petit peu moins de pression sur Rodgers, qui en effet traîne aussi quelques petites blessures à gauche à droite, qui a quand même 35 ans maintenant, Pépère. Donc même si en NFL maintenant c'est devenu jeune, peut-être un petit peu préservé aussi. Mais ils ont éventuellement le comité et les armes, je trouve, au niveau du jeu au sol pour franchir un palier significatif. Et c'est pour ça que je surveillerai ça avec attention du côté du Wisconsin. À quel niveau? Alors, au moment où on enregistre, ça n'a pas très bien marché pour l'instant en pré-saison, le jeu au sol des Packers. Oui, mais Jones et Williams n'ont pas joué. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sont les titulaires. Mais sur le plan systémique, on va dire, ça n'a pas été une grande réussite dans les premiers matchs. À quel niveau tu vois ce jeu au sol? Top 10? Oui, ça peut atteindre le top 10, ouais. Largement, ça ferait déjà une belle progression, et en effet, ça pourrait être suffisant, entre guillemets, pour mettre Aaron Rodgers dans des bonnes conditions, déjà, pour avoir une attaque plus équilibrée et plus dangereuse. Oui, bien sûr. Parce que j'en ai pas parlé, mais voilà, on sait qu'il y a aussi Billy Turner, le polyvalent lineman qui est arrivé pendant l'intersaison, qui est assez solide sur le run block. Elton Jenkins également, le garde-centre qui est arrivé assez haut lors de la draft et qui, je pense, va être un très bon prospect. Donc, non, très franchement, ça peut faire top 10, top 8 de manière assez crédible. Après, c'est toujours pareil, forcément, ce sera peut-être un petit peu dépendant également de la manière dont on veut utiliser le jeu aérien. Et on sait qu'il y a aussi quelques cibles qui vont être à surveiller du côté de Green Bay, avec bien sûr Davante Adams, mais aussi Valdez Scantling et Eson Brown qui ont montré de bonnes choses l'année passée. On termine nos histoires d'équipes qui vont cartonner avec... Alors là, je dois dire que j'étais pas tout à fait d'accord, mais je vais laisser... parce que je sais me montrer magnanime. Avec les Bills, Greg, tu as fait la preview des Bills sur le site. Visiblement, ça t'a plu. Alors, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Tu les pronostiques à 8 victoires sur la preview du site, mais en même temps, tu me les donnes en top 5 des équipes ou des histoires qui vont tout casser. Pourquoi ? Alors, parce que si tu veux, j'ai quand même essayé de rester à un minimum, de pas trop m'emballer non plus. Parce que en effet, il y avait une année de transition l'année dernière, parce que Josh Allen va rentrer dans sa deuxième année à la tête d'une équipe NFL, donc ça peut prendre une direction comme une autre. Mais je reste quand même assez optimiste, et un des points sur lesquels je mettais Buffalo en avant, et là je vais être très clair tout de suite, alors après c'est sans doute de l'emballement de ma part, je vois Buffalo en top 5 défense cette année. Mais alors là-dessus on est d'accord, tu vois, ça me choque pas. Mais j'ai plus de mal avec le côté... pour moi, Josh Allen reste un joueur en développement, notamment sur la précision. Il n'a pas une escouade de receveurs particulièrement impressionnante. Ses coureurs ont 400 ans en cumulé. Et du coup, je suis d'accord pour la défense, mais on l'a vu avec Denver, ça suffit pas pour faire une belle histoire. Et du coup, j'ai du mal à voir comment cette attaque peut vraiment carburer, et la défense elle gagne des titres à la fin, mais en saison régulière c'est bien d'avoir de l'attaque quand même. On est d'accord. Après, alors si tu vas aller directement sur le terrain de l'attaque, je pense qu'il est pas trop mal du côté de Buffalo en effet, parce que je suis d'accord avec toi, Josh Allen, tu connais mon point de vue là-dessus, à sa sortie de la draft, j'étais pas non plus en extase devant lui, je le suis pas non plus totalement, je dis pas que c'est le facteur qui va permettre à Buffalo de reprétendre aux playoffs cette année. Après, ce qui est pas mal, c'est
à l'instar de Lamar Jackson à Baltimore, on ajuste également le système offensif. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs un peu plus mobiles, qui peuvent jouer de manière... qui aime jouer un petit peu dans les intervalles. Cole Beasley sur des zones intermédiaires, John Brown qui va être un peu plus sur du jeu profond, et sur de la capacité à se séparer très rapidement. Et du coup, on va peut-être faciliter un peu plus les fenêtres de Josh Allen, qui du coup, dès la première lecture, aura peut-être un peu plus d'aisance, on dira là-dessus. Après, il y a des points, encore une fois, tu parlais du backfield offensif. Je trouve qu'il y a quand même une bonne rotation. Je ne sais pas si LeSean McCoy est pleinement focalisé, parce que depuis quelques mois, Buffalo, la question se pose. Maintenant, Frank Gore, on a vu qu'à l'âge qu'il a, il a encore fait une saison assez productive l'année dernière à Miami. Ouais, enfin, il y a un moment où ça va s'arrêter. Hein. On est d'accord, mais en tout cas, il y a une saison, il a encore, mine de rien, des bonnes saisons derrière lui, avec, je trouve, un très bon fullback qui est Patrick DiMarco, donc pour ouvrir des brèches, ça peut encore faire le boulot. Je suivrai de très près Devin Singletary, leur rookie, l'ancien joueur de Florida Atlantic, qui peut éventuellement apporter une alternance à ce niveau-là. Et puis l'autre clé, c'est la ligne offensive. Et là encore, pour faciliter la tâche de Josh Allen, on a dans l'optique de lui donner un jeu au sol hyper performant. On fait venir Mitch Morse de Kansas City, on fait venir Cody Ford, le rookie d'Oklahoma, qui était excellent sur le jeu au sol. Enfin, on fait venir vraiment des joueurs physiques qui vont, on va dire, se faire respecter sur le jeu à la course. Et c'est des points où, encore une fois, à l'instar de ce qu'a fait Buffalo il y a 2 ans, ça peut être des éléments qui font qu'avec une énorme défense qui va progresser, avec des Tremaine Edmonds, des Ed Oliver, des jeunes joueurs comme ça qui vont pousser, une énorme défense et un jeu au sol et un jeu offensif assez crédible, Buffalo peut prétendre au playoff. Faudra juste éviter les erreurs de communication entre Morse et Allen. Voilà. S'ils communiquent dans un autre langage. C'est sûr. Voilà, les gens qui ont vécu dans les années 1930 comprendront. Voilà donc pour les 5 grosses histoires d'équipes qui vont cartonner de la saison. Donc les Bills vont cartonner cette saison, c'est Grégory qui vous le dit, et pas forcément moi. Jingle et les flops. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. On enchaîne avec les 5 mauvaises histoires de la saison, les 5 histoires qui vont tourner à la catastrophe, au drame, à l'horreur, Rien que au ça. cri, aux larmes, au sang. Et la première, elle va se passer dans le Tennessee. Et pourtant, les signes sont trompeurs. 6 sur 9, 63 yards et un touchdown. Marcus Mariota a été flamboyant lors du deuxième match de pré-saison. Et pourtant, bizarrement, Grégory, tu ne penses pas qu'une série perdue au milieu du mois d'août signifie qu'il puisse être Hall of Famer le mois prochain? Marcus Mariota est donc notre premier échec en puissance, on va dire ça parce que c'est très méchant, de la saison 2019 en NFL. Tout à fait. C'est fini pour Marcus Mariota, tu n'y crois plus? C'est un peu ça. Alors, je vais paraphraser une personne de la rédaction qui, sur le chat interne du site, a quand même dit pour être un flop, il faut avoir été un top. Oh, ça c'est de la punch. Je ne fais que paraphraser, mais en tout cas, c'est vrai que Marcus Mariota, mine de rien, de par les. C'est qui a dit ça, qu'on lui rende Je sais plus. Mince. C'est même pas que je veux cacher son identité, c'est que je me rappelle plus, mais je l'ai lu sur le chat interne du site. En tout cas, oui, Marcus Mariota qui a jamais vraiment confirmé son statut de numéro 2. On peut casser du sucre sur le dos de Jameis Winston. En tout cas, on a eu quand même quelques petits bribes, on dira, du potentiel qu'il a. Marcus Mariota, pour l'instant, ça me laisse quand même un gros goût d'inachevé. Et ce qui me fait un peu peur du côté de Tennessee en plus, c'est qu'il y a quand même, mine de rien, cette instabilité au niveau du coaching staff avec beaucoup de changements de coordinateurs ces dernières saisons. Le dernier en date, donc Matt LaFleur, qui n'avait pas non plus développé de manière drastique le quarterback, mais on sentait qu'il limitait un peu les erreurs, on va dire. Et cette année, il y a encore de nouveau un changement de coordinateur avec un choix qui a été fait en interne avec l'ancien coach du tight end. Et je trouve qu'il y a cette arrivée de Ryan Tannehill qui peut apporter une espèce de concurrence un peu malsaine. Alors, moi je voulais finir là-dessus, mais on peut rentrer là-dessus tout de suite. Est-ce que tu penses qu'il peut vraiment être menacé par Ryan Tannehill? Et je pense que rien que le fait de poser cette question situe l'ampleur du désastre.
Parce que quand on vient à dire est-ce que un tel peut être menacé par Ryan Tannehill, c'est que un tel doit vraiment pas être bon. Après, c'est toujours pareil. La question qui se pose, c'est que Ryan Tannehill, bon, on le sait, il est quand même assez fragile. Il revient de blessures à répétition malgré tout. Mais c'est un joueur qui, j'en ai déjà parlé, était un numéro 1 loin d'être extraordinaire à Miami, mais qui a quand même voilà, ça reste quand même un numéro 1, c'est pas non plus c'est pas une infamie de le voir en numéro 1 en NFL, hein. C'est du même acabit que Jay Cutler si on va par là. C'est un starter correct, mais dont il faut pas attendre des miracles. Après, comme tu dis, il y a les blessures, et donc en termes de nombre de matchs manqués, grosso modo, avec Mariota et Tannehill, ils ont un quarterback complet sur une saison, quoi. Parce que c'est pareil, hein. Le Mariota, c'est aussi des problèmes de blessures. Il y a toujours un pet de travers, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc, c'est ça, mais Tannehill va jouer à un moment ou à un autre. Et puis j'en parlais, alors c'est sûr que là, la pré-saison, on va dire qu'il y a des bonnes séries, etc. Il n'a pas été hyper convaincant non plus lors du camp d'entraînement, alors... Ni le premier match, hein. J'ai pris la seule série qu'il a fait de bonne juste pour faire monter un peu la tension. Mais honnêtement, ça va être... j'ai peur pour Tennessee, et pourtant c'est vraiment une équipe, je pense, qui défensivement va être encore assez costaud avec Don Pease. Je pense que c'est une équipe qui sera pas totalement loin des playoffs, mais j'ai peur que sur une mauvaise série comme ça, on se rende compte que le poste de quarterback est vraiment rédhibitoire. Mais ce sera Tennessee, quoi. C'est-à-dire que ils seront pas mauvais, ils seront pas atrocement bons, atrocement mauvais, ils seront indolores. C'est comme un burger aux États-Unis, Tennessee. Ils passent inaperçus. Ils sont là, ils sont au milieu des autres, ils ressemblent aux autres, mais on n'y prête plus vraiment attention au bout d'un moment. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je suis d'accord avec toi, et Marcus Mariota, c'est même pas tant l'abandonner, c'est qu'en effet, je sais même pas à quel moment on y a vraiment cru à fond. Et il n'y a aucune progression. J'ai regardé ses stats, il a 19 touchdowns, 10 interceptions en tant que rookie, 26 touchdowns, 9 interceptions en deuxième année, ça monte un peu, et ensuite 13 touchdowns, 15 interceptions en 2017, 11 touchdowns, 8 interceptions en 2018 en 14 matchs, je crois, quelque chose comme ça. Il joue pas toute la saison. Et il a aussi tout le temps des petits problèmes de blessure. Mais je veux dire, après 4 saisons comme ça, il va pas du jour au lendemain devenir un grand quarterback. J'ai peu de cas figures récents où on a vu un mec exploser à la 4e année après avoir lancé 13-15 et 11-8 sur les 2 saisons précédentes. En fait, si tu veux, moi, il y a quand même 2 facteurs que je lirais pour vraiment avoir une idée précise de Marcus Mariota. C'est que ce qui me fait dire que ça peut être la saison décisive pour lui, c'est que il va quand même avoir un corps de receveur assez intéressant. Avec Corey Davis qui malgré tout progresse en tant que receveur numéro 1, Adam Humphries qui arrive et qui va apporter de la vitesse au niveau du slot, AJ Brown, l'ancien deuxième tour de draft, qui je pense peut avoir un certain impact dans le domaine aérien. Il y a quand même des pièces, le retour de Delanie Walker avec en plus j'ai oublié, c'est Jonnu Smith je crois, le tight end remplaçant qui a montré de bonnes choses quand il a été appelé en tant que titulaire l'année passée. Donc Mariota doit clairement enfin démontrer que voilà, avec tout ça autour de lui, ça peut faire l'affaire. Mais tu le disais aussi, ces stats de l'année passée, elles sont aussi conditionnées à un Derrick Henry qui a été absolument énorme. Alors tout le monde n'était pas d'accord avec moi en interne, mais je pense aussi que Derrick Henry peut un peu plus souffrir. Également du fait du renouvellement de coaching staff également, peut avoir un petit peu plus de soucis avec une ligne offensive qui a jamais été extraordinaire non plus. Alors plus côté pass pro, côté Titans, mais même côté run block, je pense que ça peut souffrir un peu plus cette année. Et du coup, je pense que on va dire que de facto, le moins bon rendement de Derrick Henry devrait mettre un petit peu plus de pression sur Marcus Mariota. Mais ça, c'est vraiment juste mon ressenti personnel, et là, on est beaucoup plus sur du côté subjectif. Donc Marcus Mariota et par extension un petit peu l'attaque des Titans parmi les histoires problématiques de cette saison. Numéro 2, alors là je crois qu'on rentre dans le plus tweet clash buzz, parce que même au sein de la rédaction c'était le plus vénère. Alors on va parler des Ravens. Personnellement je voulais parler de Lamar Jackson, mais en fait c'est vrai que ça aurait été répétitif de dire pour la 10e fois que j'y crois pas. Tu as proposé quelque chose de beaucoup plus audacieux, on va dire audacieux avec un Z, la défense des Ravens. On parle bien de la défense des Ravens qui était numéro 1 sur les yards encaissés l'an dernier. Ouais. Comment elle pourrait devenir un flop selon toi? Et alors déjà, qu'est-ce que ce serait un flop? C'est-à-dire, elle sort du top 10, elle sort du top 15 des défenses?
Bon, tout est relatif, mais tu le disais, je pense que... alors, comment dire ça Là, il est en train de se dire merde, j'aurais dû prendre autre chose. Non, pas du tout. Non, mais en fait, j'essaye de peser mes mots parce que on sait que ça peut aller très vite s'il y a des termes qui sont mal expliqués de ma part. Alors, Lamar Jackson, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Il a montré des choses intéressantes au sol l'année passée pour en effet permettre à Baltimore d'enchaîner une très bonne série. Mais à mon sens, c'est quand même aussi et surtout la défense de Baltimore qui a permis aux Ravens d'atteindre les playoffs. Alors, comment ils descendent ? Comment ils descendent ? Je pense que je les vois pas, on va dire, ne serait-ce qu'en termes de yards concédés par match, je les vois plus dans le top 10 de la ligue. Alors, ils ont perdu Eric Weddle, CJ Mosley, Terrell Suggs, Darius Smith, Brent Urban. Ouais. Toujours du beau monde avec Pernell McPhee, Matt Judon, Earl Thomas, Jimmy Smith. Est-ce que les pertes sont plus lourdes que le reste, qui au final peut d'arriver ? Earl Thomas et les autres que j'ai cités étaient déjà là. Earl Thomas est la seule arrivée, donc il y a eu peu de compensation. Est-ce que tu ne crois pas du coup à cette sorte de promotion interne permanente au final chez les Ravens, parce qu'ils ont déjà eu des grands défenseurs qui sont partis ? Mais en fait, il y a du talent en effet. Alors tu citais quelques exemples. Moi, j'adore leur secondary. Maintenant, je trouve que en effet, il y a quand même quelques zones d'ombre. Sauf erreur de ma part, Jimmy Smith fait rarement des saisons complètes. C'est vrai. Et j'adore Earl Thomas, mais dans quel état il va revenir ? Voilà, physiquement, on sait plus trop ce qu'il va donner. Ça reste un leader, quoi qu'on en dise, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Mais est-ce que vraiment il va être capable d'avoir l'apport qu'avait durablement, on dira, Eric Weddle l'année passée, malgré l'âge avancé qu'a le nouveau safety des Rams. J'en suis pas persuadé. Maintenant, j'expliquais également sur le pass rush. Il y a quand même 2 joueurs qui partent. Alors Terrell Suggs, il était sur la fin, mais Zadarius Smith va quand même falloir le remplacer. En effet, il y a des joueurs qui ont été draftés assez haut ces dernières années pour prendre la suite. Je pense à Tim Williams, à Tyus Bowser, Jalen Ferguson également, qui a été drafté assez haut, et avec Pernell McPhee, ça peut en effet être une rotation intéressante. Maintenant, je sais pas, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour des profils qui déjà m'enthousiasmaient pas en sortie de collège. Mais bon, après voilà, encore une fois, je vais pas dire que Don Martindale va pas faire du bon boulot, le coordinateur défensif. Globalement, ça reste assez solide. Maintenant, ils perdent quand même beaucoup de cadres. On sait que les Ravens, ça reste une équipe historiquement défensive. Sur le premier rideau, ils ont gardé quelques pièces importantes. Je pense à Michael Pierce notamment. Mais voilà, il y a quand même des zones d'ombre et des joueurs un petit peu fragiles dans le secondary, des joueurs assez jeunes et qui vont avoir besoin quand même de faire la transition, on dira, dans un premier temps. Je ne dis pas que les Ravens vont se faire ouvrir sur chaque match, je le dis et je le répète, mais je pense qu'ils ne seront clairement pas aussi dominants que la saison passée. Et donc pas en mesure d'emmener l'équipe en playoff, par exemple. C'est un des points qui fait que je ne voyais pas Baltimore atteindre les playoffs à l'issue de la saison régulière. Et bah là-dessus, on est complètement d'accord. Il y a l'aspect, alors attention, alerte cliché, mais l'éventuel échec qu'on a l'air de considérer de l'expérience de Lamar Jackson mettrait encore plus de pression sur la défense. Donc ça entraînerait encore plus justement aussi un petit peu cette baisse de régime qui en effet moi m'inquiète un peu de par la perte. Je suis moins inquiet que toi sur Earl Thomas, honnêtement c'est un vrai bon joueur. J'attends de voir, c'est quelle année cette dernière saison complète Earl Thomas ? C'est une bonne question. Je vais regarder ça en même temps, mais c'est une bonne question, mais il est revenu en forme, il était en forme avant de se blesser, c'est une blessure embêtante mais dont les gens en reviennent. C'était les croisés, hein, si je dis pas de bêtises. Non, il s'est cassé la jambe. Je mélange. J'ai toujours du mal sur les blessures, moi. Je vais pas dire mais moi, le problème, c'est qu'à force de les faire aussi, à force de faire le petit déj tous les matins, oui, je commence à m'emmêler dans mes ligaments là. Il s'est cassé un os du genou gauche. Enfin, de la jambe gauche, pardon. Ouais, c'était ça, il s'était cassé la jambe. Donc voilà, c'est pas justement les croisés ou un tendon d'Achille. Bon, il y a des gens qui se font ça au ski. Oui, mais je veux dire ça, plus ça, pour un joueur, pour un safety qui est quand même réputé pour son sens de la réactivité et de la couverture. C'est vrai. Ça pose quand même un peu question.
Je suis moins inquiet, honnêtement. C'est plus la perte de qualité, parce que Mosley il faisait quand même du taf au milieu, Zadarius Smith aussi. Enfin voilà, Brent Urban il avait un rôle aussi. Enfin, mais après, il y a ce système de promotion interne. Moi, je suis comme toi. Je pense qu'ils vont descendre un peu, pas énormément. Ils vont peut-être être autour de entre la 10 et la 15e place, autour de la 10e place dans les bien défenses. sûr. Mhm. Mais comme tu dis, là où ça peut en faire un flop, c'est que ça peut justement ne plus suffire pour Baltimore en fait. Et comme tu le dis, il faudrait qu'il soit dominant. Donc, Et tu vois, juste après, je serai complet là-dessus, mais paradoxalement, et c'est ce que je disais un petit peu lors du précédent podcast, j'ai la sensation qu'on va plus être excité par l'attaque de Baltimore que la défense. De par justement les profils un petit peu feu follet qu'il y a au niveau de cette offense, et une défense qui va être un petit peu moins incisive, un petit peu moins agressive. Excité ou amusé, ça reste encore à définir. On verra. La troisième histoire qui pourrait tourner mal cette saison, alors là c'est un cri du cœur qui va être poussé dans cette émission, puisque nous allons en Géorgie, dans une équipe qui a investi sur la ligne offensive. Jamon Brown et James Carpenter ont été signés lors de la free agency, Chris Lindstrom et Caleb McGarry ont été draftés. On parle donc de la ligne offensive des Falcons, qui est notre escouade qui va tourner mal cette année. Tu n'es donc pas convaincu par ces recrutements, Brown, Carpenter, Lindstrom et McGarry, pas convaincu pour toi? Oui, alors là, je vais paraphraser une autre personne du site, et là, je vais même la nommer, Raphaël Masmejean, qui va encore dire que je suis un supporter pessimiste. Mais très franchement, faut pas se fier au match de pré-saison. Maintenant, de ce que j'ai vu face aux Jets avec la ligne offensive titulaire, c'était pas très très beau. Wow. C'était pas un signe encourageant. Ah clairement. non, là, il y avait un contrat sur la tête de Matt Ryan en interne. je rappelle la ligne: Jake Matthews, left tackle, James Carpenter, garde gauche, Alex Mack, centre, Chris Lindstrom, garde droit, et Ty Sambrailo, tackle droit, peut-être en attendant de se faire supplanter justement par l'autre rookie. Est-ce que ça va arriver, ça? Alors, c'est ce qui est censé arriver à terme. Après, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop de points d'interrogation. Jake Matthews, t'en parlais. Bon, pour le coup, c'est un des rares points sur lequel je suis pas plus inquiet que ça. La pression vient rarement de son côté. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Matt Ryan prend des coups, mais il les voit arriver. Et voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore blessé. Je touche du bois de nouveau. Mais il y a beaucoup d'autres postes quand même. On voit qu'Alex Mack est pas forcément à 100% depuis quelques mois, et bon, traîne également le poids des années. Ty Sambrailo, mais bon, alors, pour le coup, Ryan Schrader en tackle droit l'année dernière, c'était pas plus rassurant, mais Ty Sambrailo a confirmé ce que je pensais, à savoir que ses prestations de la fin de saison passée étaient un feu de paille, et que le garder comme potentiel titulaire dans un premier temps, c'est une vaste fumisterie. Caleb McGarry, en effet, est censé lui succéder, mais il y a ces fameux problèmes de santé, ces problèmes de cœur, qui, je trouve, ont peut-être été un peu trop mis sous le tapis par Atlanta dans le processus draft, et pour un premier tour, il va falloir espérer qu'il revienne quand même assez vite, parce que mine de rien, le début de la saison régulière est dans 3 semaines, on n'est pas sûr qu'il sera là. Et puis tu parlais des gardes, alors Chris Lindstrom, il va peut-être avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Je serais quand même assez indulgent parce que c'est un joueur avec un gros potentiel. Maintenant, Jamon Brown, c'est pas non plus une valeur sûre en tant que garde. C'est un joueur qui peut faire le boulot sur le jeu au sol, mais au niveau du pass pro, c'est quand même loin d'être sa spécialité. Et James Carpenter, c'est un joueur qui, depuis plusieurs années maintenant, est habitué à fréquenter assez souvent l'infirmerie. Donc c'est vrai que, mine de rien, on a mis l'accent pendant l'intersaison, et je le disais d'ailleurs sur la fiche de preview qui est sur le site depuis quelques heures, qu'en effet on a mis l'accent sur la ligne offensive, sur les tranchées du côté d'Atlanta pendant l'intersaison. Maintenant, est-ce que c'est forcément les choix les plus judicieux qui ont été faits? Et je reste encore mesuré. Faut pas tout échelonner sur la prestation contre les Jets quand on sait qu'a priori leur ligne défensive va être quand même assez monstrueuse cette année. On parlait de Le'Veon Bell, mais je pense que la D-line, ça va faire le boulot également du côté de New York. Maintenant, il y a clairement, je trouve, une petite sonnette d'alarme à entendre à l'issue de ce premier match de pré-saison pour la ligne offensive titulaire. 42 sacs autorisés en 2018, 20e dans la ligue. Combien ils en prennent cette année? Ah, c'est bien, ça te dire plus quand même. Allez, j'allais carnage, mais j'allais juste te dire plus ou moins de 42. Alors, vu les investissements qui ont été consentis, je les vois quand même atteindre au moins 40. C'est ça qui va les plomber. Ce qui serait un flop pour moi, encore une fois, quand tu balances 2 premiers tours sur des joueurs de O-line, ça peut être une déception. Est-ce que c'est ça qui va les plomber?
Il y a tellement de choses qui peuvent les plomber. Leur défense, ça devrait suffire. Mais non, très clairement, ça peut les desservir. Surtout que le jeu au sol n'a pas été extraordinaire non plus. On passe à une équipe maintenant qui pourrait tourner mal. Et là, attention, ça pourrait être un peu polémique puisqu'il s'agit d'une équipe de play-off l'an dernier aussi. Une équipe avec plutôt un bel effectif, même si les blessures ont déjà commencé à frapper. Je parle des Los Angeles Chargers qui ont perdu Derwin James pour 3-4 mois. Donc grosso modo, ça veut dire que dans le meilleur des cas, il va revenir en décembre, septembre, octobre, novembre. Il sera frais pour les playoffs, c'est génial ça. Ouais, donc playoff, s'il y a playoff, voilà, on en est là. 5 victoires, 1 défaite dans les matchs joués sur moins d'un touchdown l'an dernier, donc les matchs joués sur moins de 7 points. 5 victoires, 1 défaite, donc très bien. Sauf que leur bilan de 2015 à 2017 sur les mêmes matchs joués sur moins d'un touchdown, c'est 7 victoires, 20 défaites. Donc il va falloir voir quand même si c'était pas une anomalie, parce qu'ils ont quand même gagné des matchs très 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 oracro. Ils stoppent les Titans par exemple sur une conversion à 2 points à Londres. Ils font une remontée folle contre les Chiefs avec une 4e et 7 et une pénalité un peu sur une 3e tentative derrière. Il y a eu pas mal de pénalités qui sont allées dans leur sens au niveau de la saison. J'ai envie de dire qu'on sait que ça dure quand même pas toujours ce genre de choses là, et moi ça me rend inquiet pour Los Angeles à ce niveau là. Et si on rajoute quand même la grande tradition des blessures locales, on l'a dit, Derwin James, il y a aussi Russell Okung qui a une embolie pulmonaire et qui est toujours pas revenu au moment où on parle. Melvin Gordon est en grève. Alors, même si je suis honnêtement pas fan particulièrement, je pense pas forcément que ce soit la pire grève qui soit arrivée ces 10 dernières années, mais il y a Melvin Gordon qui n'est pas là, et puis Joey Bosa sera blessé à un moment ou à un autre de la saison, puisque c'est aussi plus ou moins une tradition. Donc j'ai du mal à les voir renouveler presque les playoffs. J'aimerais bien être d'accord avec toi alors, mais j'avoue que sur ce choix-là, tu n'es pas d'accord sur celui-là. On est un peu plus partagé. Non, alors ce que tu as évoqué, il y a des postes qui en effet m'inquiètent. Paradoxalement, le poste de safety, c'est pas celui qui m'inquiète le plus. L'absence de Derwin James, c'est forcément un coup dur, mais bon, on sait que niveau defensive back, ils ont ce qu'il faut. Ils ont drafté Nazir Adderley assez haut lors de la dernière draft. Je me fais pas spécialement de soucis dans ce domaine-là. L'absence de Okung, en effet, sur la ligne offensive qui était déjà un petit peu en déliquescence sur le pass pro notamment, ça peut être un point d'interrogation. Après, c'est sûr que Melvin Gordon, ils ont fait 100 une bonne partie de la saison passée avec notamment Eclair et Justin Jackson qui ont été assez complémentaires. Oui, il y a beaucoup de chances qu'on tournait en leur faveur l'année passée. Oui, j'ai déjà dit que j'étais pas un fan inconditionnel de Philip Rivers. Je dis pas qu'ils vont être loin des playoffs, hein. Mais je pense qu'ils pourraient échouer aux portes des playoffs à cause de tous ces soucis-là, à cause du fait que les dés tourneront peut-être pas forcément toujours aussi bien en leur faveur que l'an dernier, qu'il pourrait y avoir encore une petite blessure de Joey Bosa qui, honnêtement d'ailleurs, pour moi, commence. Alors, je vais pas dire une déception parce que le mot est fort, mais attention. Non, mais il est à 5,5 sacs en 7 matchs l'an dernier. Il y a eu une très bonne entrée en matière dans la ligue, mais il n'y a pas non plus d'explosion de ce joueur. Il a quand même mais il joue pas la moitié de la saison. Mais c'est ça, mais le problème c'est qu'il a souvent un truc de travers et que la santé, ça fait partie du fait d'être un bon joueur. Au bout d'un moment, si tu peux pas être sur le terrain, tu peux être aussi bon que tu veux, ça sert quand même pas à grand chose. Donc il y a quelque chose, pour moi, je l'avais déjà dit, pour moi c'était plus... j'ai un trou sur le prénom parce que je mélange les Melvin. Ingram, du coup, voilà, Melvin Ingram, qui est plus le leader défensif de cette équipe. L'absence de Derwin James, quand même, mine de rien, vu l'apport du bonhomme l'an dernier, je trouve pas ça neutre. Donc voilà, encore une fois, je pense pas qu'ils vont s'écrouler, je les vois pas à moins de 8 victoires en théorie. Mais sur quelques coups de dés, Philip Rivers fait sa meilleure saison statistique l'an dernier aussi. Mine de rien, il a 37 ans. Alors je dis pas qu'il va être au fond du trou non plus. Je dis juste qu'il sera peut-être pas à 105 d'évaluation comme l'an dernier et que du coup il y aura quelques matchs qui tourneront un peu moins en leur faveur. Voilà, c'est plus un enchaînement de petits détails qui pour moi fait qu'ils vont peut-être être un petit peu en dessous de l'an dernier et qui pourraient se retrouver du coup autour de 9-10 victoires à la lutte pour les playoffs, mais juste en dessous sur la dernière journée. En fait, je serais d'accord avec toi si... alors oui, en effet, le facteur des blessures, c'est pas à négliger. Maintenant, je peux te retourner le truc dans l'autre sens en te disant, ils ont des choses qui tournent en leur faveur l'année dernière, mais ils vont malgré tout en playoff, sans Melvin Gordon une bonne partie de la saison, sans Joey Bosa une bonne partie de la saison, sans Hunter Henry quasiment l'intégralité de la saison. Donc
c'est aussi ça qui fait que je me dis, on sait que les blessures, ça fait partie intégrante d'une saison en NFL, on peut difficilement passer à côté, et la clé, la majeure partie du temps, c'est aussi la profondeur d'effectifs. Et sur beaucoup de postes, je vois cette équipe qui est quand même assez profonde, notamment en défense, ce qui fait que sur Derwin James reste un peu plus mesuré, parce que je pense que Gus Bradley a des options. Après, oui, peut-être en attaque, il y a des choses à voir, mais Mike Williams, par exemple, au poste de receveur, n'a pas encore donné son plein potentiel. Hunter Henry va revenir assez revanchard. Il y a des éléments qui font que peut-être ce qui marchait pas ou moins bien l'année dernière va être compensé cette année. C'est là où je reste mesuré. Après, comme depuis le début, on est dans la prédiction, donc je suis absolument pas impératif là-dessus. Et peut-être qu'ils sont aussi mieux coachés et que je suis encore trop fixé sur une dizaine d'années de Chargers qui ont des hauts et des bas et qui sont peut-être mieux coachés maintenant avec Anthony Lynn et qu'il y aura du liant et du continu. Mais c'est vrai que ça a tellement été les montagnes russes pour cette équipe pendant 10 piges que voilà, j'ai peur que tout ce qui a tourné en leur faveur ne tourne pas en leur faveur cette année et que ça les mette un poil plus bas. Par contre, gros point d'interrogation forcément, et là j'aurais du mal à te dire le contraire, c'est le poste de kicker. Ça, c'est encore et toujours le gros problème chez les Chargers. C'est ce qui leur coûte des victoires précieuses ces dernières années. Et potentiellement, la possibilité de recevoir en play-off. L'année passée, ils passent quand même pas si loin d'être premier de la AFC à la fin de la saison régulière. Et alors pour la petite anecdote, tu me tends la perche, autre chose qui pourrait tourner mal pour cette franchise un jour, c'est leur nouveau stade, parce que petit témoignage, alors petite séance de racontage de vie, mais j'ai fait un petit crochet par LA comme ça pendant la semaine dernière. Alors c'est pas une blague, je suis vraiment allé à LA pour 3 jours, et donc figurez-vous que je suis passé au-dessus du futur stade des Chargers, et alors il est incroyablement près de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Je te jure, j'ai cru qu'on allait se poser dans l'aéroport. Qu'on allait se poser dans le stade, pardon. Donc le temps que je réalise que c'était le stade juste en dessous de nous, alors évidemment, ceux qui me connaissent bien savent que je suis un millennials acharné, donc le temps que je trouve mon téléphone, que je déverrouille mon téléphone, que je trouve la fonction en photo, évidemment j'ai pas réussi à le prendre en photo au moment où il était en dessous de l'avion, mais je vous jure qu'on voyait hyper bien les travaux, donc c'était impressionnant. J'ai peur qu'un jour ils aient plus besoin de kicker parce que les avions balayeront les ballons directement quand ils seront en vol, parce que je vous jure c'est hyper près, et donc ça pourrait tourner au drame si un jour il y a un pilote qui est pas tout à fait réveillé et qui confond la piste d'atterrissage et les lumières du stade un soir. Voilà, mais pour la petite anecdote, en tout cas oui, le nouveau stade avance bien, mais il est très très près des pistes d'atterrissage. La dernière équipe qui pourrait tourner mal, on a encore une équipe, et là encore c'est une équipe de playoff. Grégory, alors on va à Dallas. Ouais. Est-ce qu'on commence par le cliché des à côté, dire Prescott qui négocie, Cooper qui négocie, Ezekiel Elliott qui est toujours pas là, c'est un mauvais signe. Est-ce qu'on commence par ça ou est-ce qu'on commence par le terrain? Ah, tu veux carrément englober Dallas dans le flop? Ah bah tu voulais mettre quoi de... Mon flop c'était... alors c'est lié, mais mon flop c'était plus Jason Garrett. Ah, toi t'avais Jason Garrett? Ouais, plus Jason Garrett en lien avec en effet ce qui peut se passer à côté. Bah du coup s'il coule, l'équipe coule. Donc on peut, ouais, mais ça dépend ce que tu appelles couler, parce que on peut avoir le nouveau syndrome Jason Garrett, le syndrome de Jace mon kicker en fin de match, parce que moi j'en parlais en amont de la saison, mais Dallas peut très bien faire une saison en étant premier de la NFC, que ça me surprendrait pas. Maintenant, ça peut être une déception en effet que Dallas rate les playoffs de peu, à cause justement de décisions un petit peu compliquées, et en effet je trouve que le climat autour de Jason Garrett n'est pas forcément le plus propice pour le mettre en méga confiance pour cette saison 2019. Alors là où il va pas être forcément serein, en plongeant aussi un peu dans les stats de l'an dernier, ils ont une série de 7 victoires de défaites pour boucler la saison régulière, aussi, ce qui peut paraître impressionnant, mais en fait sur cette série, ils ne sont qu'à plus 13 de différentiel de points, ils ne marquent que 13 points de plus que leurs adversaires. Donc au final ils étaient quand même... Ils gagnent, mais ils sont relativement sur un fil pour ces victoires. Et là encore, on parlait de choses qui pourraient aller dans un sens ou dans l'autre, sachant, comme tu le disais, la pression sur Garrett, le contexte avec les joueurs qui négocient, etc. Encore une fois, il faudrait que les choses aillent bien dans leur sens. Parce que du coup, si tu ajoutes à ce fait que oui, ils ont beaucoup gagné, mais en fait, ils étaient pas mal sur le fil sur beaucoup de ces victoires, si tu rajoutes à ça les situations d'Elliott et compagnie, les 21 matchs manqués au total par Tyron Smith, Zach Martin et Travis Frederick l'an dernier, qui du coup sont quand même plutôt sujets aux blessures. Alors Travis Frederick c'était particulier, c'est un syndrome de Guillain-Barré, on lui souhaite d'aller mieux, mais on ne sait pas dans quel état il va revenir. Le départ de Cole Beasley, que Cooper doit quand même confirmer aussi, parce qu'il n'était pas étincelant quand il est arrivé d'Auckland, donc il nous a éblouis, mais il va falloir confirmer. Ils ont perdu David Irving au centre de la ligne défensive, ce qui est quand même pas anodin non plus.
même s'ils se débrouillent très bien avec les pièces qu'ils ont en défense là-dessus, je serais le premier à saluer le travail du coordinateur. Mais voilà, là encore, moi je suis dans l'enchaînement de petites choses qui sont allées dans le bon sens l'an dernier et qui pourraient du coup ne pas aller dans le même sens cette année et qui pourraient les faire échouer un petit peu autour de 8-9 victoires aux portes des playoffs. Et le coaching de Jason Garrett est inclus là-dedans pour moi. Mais toi, tu préfères taper directement sur Garrett? Alors encore une fois, c'est pas forcément taper sur Garrett, c'est que je regarde un petit peu comment se passe l'ambiance sur place. On sait que ce fadé Jerry Jones, même si depuis peu c'est surtout son fils qui reprend les rênes un petit peu de la gestion sportive, mais il a souvent été conforté dans ses choix. Maintenant, paradoxalement, malgré la bonne fin de saison dernière de Dallas, il n'a pas été prolongé, ce qui je trouve quand même est un choix fort. Et je pense, alors il y a plusieurs alternatives. On sait qu'il y a le fameux serpent de mer avec la volonté de Jerry Jones de faire venir absolument Sean Payton pour le remplacer, s'il y a possibilité bien entendu. Mais il y a aussi peut-être, je pense, on regarde un petit peu d'un coin de l'œil Chris Richard, le coordinateur défensif officieux et surtout le coach des defensive backs de Dallas, qui depuis son arrivée du côté du Texas a quand même fait progresser significativement cette défense, après avoir maintenu l'excellente défense de Seattle à l'époque. Donc c'est encore une fois, c'est aussi ça, c'est que on a beaucoup caricaturé, et je l'ai souvent pointé du doigt, le fait que le côté de Jason Garrett qui se contente de taper dans les mains, j'étais pas forcément fan de cette image. C'est un head coach qui sait quand même assez bien s'entourer, qui est un ancien joueur, donc je pense à ce rapport de confiance avec les cadres de l'équipe. Mais je pense en effet que cette situation, la situation contractuelle de ces joueurs et de ces stars offensives, parce que je l'ai dit, Ezekiel Elliott, pour moi il sera re-signé, mais Dak Prescott à 40 millions par an, d'où? Oui, après, ça c'est le... Ça c'est le, comment dire, c'est la rumeur. Après, on n'est pas vraiment dans les négociations. On ne sait pas s'il demande vraiment. Non, mais bon, je pense que c'est. Je sais pas qui est son conseiller, mais je pense qu'on joue beaucoup sur l'inflation liée au contrat des quarterbacks, et que maintenant il faut pas forcément être un quarterback multiple All-Pro pour réclamer un contrat, on dira digne de ce nom. Donc, je pense que Dak Prescott doit tenter sa chance. Tu sens vraiment, c'est un aparté, mais il y a vraiment maintenant deux catégories de quarterbacks. C'est-à-dire, il y a les super riches et les équipes qui, du coup, disent on n'a pas ce mec-là qui mérite un contrat de super riche, on reprend un rookie pour essayer de blinder autour, quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est aussi pour ça que maintenant, les équipes qui ont des joueurs rookies, ils tentent les paris tout de suite. Ouais, c'est ça. Voilà, les Browns, les Rams, les Eagles également. Voilà, on mise tout maintenant parce qu'on sait que de toute façon, quand le quarterback va vouloir passer à la banque, ça va nous coûter, j'exagère un peu, j'exagère volontairement, mais ça va nous coûter la moitié du salary cap, quoi. Donc voilà, autant qu'on mette toutes les pièces de côté et puis de notre côté, et puis on voit comment ça se passe. Mais voilà, il y a ce côté, la gestion des contrats des stars offensives, mais également son cas personnel où encore une fois il peut également se sentir menacé, avoir tendance à peut-être en faire des tonnes, ou on dira ne plus avoir le contrôle émotionnel des fins de match. Et on sait que même si c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ces derniers temps, ça restait quand même un trait fondamental du coaching de Jason Garrett. Donc c'est quand même, je pense, à surveiller. Et ça peut être un flop, tu le disais, une saison à 8-9 victoires. Ça peut malgré tout, vu le nombre d'années depuis... Enfin voilà, vu depuis le temps... Oh, elle est compliquée cette phrase. Depuis le temps que Jason Garrett... Vu le nombre d'années qu'il a déjà fait à Dallas, pardon. Voilà, c'est possible qu'à un moment donné, ça entame la patience de la famille Jones et qu'on se dise, voilà, on avait le potentiel très clairement pour être une top équipe NFC et on se contente, on dira, des miettes ou d'une 7e place en conférence et passer à autre chose. Voilà qui boucle donc notre top 5, flop 5, notre ils vont tout casser, ils vont tout rater. Voilà, j'aurais dû dire ça au début. Je vous résume, ils vont tout casser, Le'Veon Bell, les Bills, les 49ers, la défense des Lions et le jeu au sol des Packers. Ils vont tout rater, Marcus Mariota, la défense des Ravens, la ligne offensive des Falcons, les Chargers et Jason Garrett et les Cowboys. Voilà donc pour cette nouvelle émission preview. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir.
C'était l'épisode numéro 288 du podcast Touchdown Actu. Je le répète, on approche de la 300e. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la 300e, c'est le 1er septembre. C'est enregistré en public. Ce sera un dimanche au Hard Rock Café Paris de 17h à 23h. On enregistrera l'émission. Alors, je vous dis de 17h à 23h parce qu'il y a l'émission qui est enregistrée sur le coup de 18h45. 18h45, 19h. Avant, il y aura un quiz avec des cadeaux à gagner. Il y aura des t-shirts, des choses comme ça. Des maillots même. Donc, il y aura des choses à gagner. N'hésitez pas à venir. Et ensuite, repas avec l'équipe. Vous pouvez déjà pré-réserver pour le repas, c'est sur le site, vous avez un lien dans l'article et vous avez un lien en une, donc n'hésitez pas à venir. La pré-réservation, ça permet d'avoir un tarif préférentiel sur le repas et nous, ça nous permet aussi de savoir combien vous êtes à venir pour mettre les choses en place, notamment pour le quiz, pour ces choses-là. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pré-réserver, vous pouvez. Si vous ne voulez pas ou pouvez pas pré-réserver et venir au dernier moment, boire un cocktail, boire un verre en regardant l'émission, vous pouvez évidemment venir sans réserver aussi. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. On redonnera les noms à partir du début de la saison régulière, parce que là on enregistrera des moments un peu moins réguliers, donc comme ça on aura tout le monde. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, @TDActu sur Twitter, @TDActu sur Facebook, @TouchdownActu sur Instagram. Les réseaux sociaux perso, @Yellow Radiosa pour Grégory, @AlainMattei pour moi-même. Je donne les autres, @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @KelmisAraben pour les absents du jour, qu'on embrasse évidemment. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une nouvelle très bonne semaine. On se retrouvera la semaine prochaine, 4e émission preview. On fera des grands pronostics. On va parler de qui ira en playoff, qui ira au Super Bowl, qui sera MVP. On va donner tous nos pronostics de la saison d'un coup. Grégory est déjà prêt à remettre son titre de meilleur pronostiqueur en jeu. C'est toi qui as gagné l'an dernier. Tout à fait, je te confirme. C'est ça, voilà. Et on finira par définir si on fait des gages ou pas. Enfin, d'ailleurs, t'es pas au courant, mais c'est moi qui garde mon titre cette année. C'est vrai, tu es déjà. Oh là là, ça annonce dur. Oh, ça annonce dur, ça chauffe. Ça chauffe. Ça me donne envie de remettre des gages. Oui, tu fais bien de parler de ça, ouais. Ben oui, il va falloir qu'on définisse ça. Ouais. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Grégory. Merci à tous. Bonne semaine. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit